pour moi, c'était difficile de vous montrer une œuvre plutôt qu'une autre, puisque finalement j'ai l'impression que son travail c'est comme une grande continuité. C'est Nana, c'est une histoire qui commence et qui ne s'arrête pas. Mais j'ai quand même voulu mettre l'accent sur une particulière, qui est la Höön. Excusez ma prononciation, ça signifie elle en suédois. C'est une commande qui lui a été faite en 1967 par son ami Pontus Hultén, qui est aussi commissaire d'exposition à l'époque, dans le musée d'art de Stockholm. Et il l'invite, en tant que femme, en tant que Française, à faire véritablement une œuvre monumentale. Il lui donne une carte blanche, elle n'a que 2 mois pour la réaliser, et cette œuvre, quoi qu'il en soit, quoi qu'elle fasse, sera éphémère et détruite ensuite. Donc Niki, qui ne recule devant rien, qui a une énergie complètement folle et débordante, s'entoure une fois de plus de ses amis sculpteurs, de son mari, Jean Tinguely, et se lance dans une construction monumentale. Je reviendrai éventuellement sur celle-ci ensuite. Et sur cette Höön, sur elle. Et là, il faut vous imaginer donc une construction en secret, puisqu'il voulait il voulait garder un effet de surprise pour l'ouverture de l'inauguration. Et elle se lance dans cette nana allongée, je pense enceinte, mais je suis pas sûre. Et elle se lance dans une construction complètement dingue. Ils travaillent jour et nuit, ils embauchent des stagiaires, ils embauchent la standardiste, ça devient une équipée complètement dingue. Tout le musée travaille jour et nuit à la réalisation de l'œuvre. Et petit à petit, la Höön prend forme. Et 2 mois pétantes après, l'inauguration se fait comme ça. On est en 1967. Je reviens à celle-ci. Ce qui est important, c'est qu'elle avait des partis pris qui étaient véritablement, l'entrée principale serait là, par le vagin. On ne lésine pas sur les détails. Et on traversait le corps de cette Höön et on allait boire du lait dans ses seins. Et on allait visionner des tas de films expérimentaux qui étaient faits par d'autres artistes dans d'autres parties du corps, puisque chaque partie du corps était un espace d'exposition. Soit qu'elle avait investi, comme dans un sein c'était un bar à lait, soit qu'elle avait mis à la disposition de ses amis, puisque dans son esprit de participatif aussi quelque part, et de partage du travail, elle travaillait toujours en invitant d'autres artistes à présenter leur travail. Alors, Niki de Saint-Phal. Niki de Saint-Phal, c'est une jeune femme qui a une vie intérieure très très mouvementée, qui a des problèmes, elle fait beaucoup de dépression, et elle fait des choix, donc quand elle a 23 ans à peu près, après une grosse dépression, la première vraie grosse dépression arrivée en France, elle fait le choix de se libérer de ses 2 enfants et de son mari pour se consacrer à l'art. Sauf que ce choix, pareil, on est en 1962, c'est un choix extrêmement difficile en tant que mère, parce qu'elle aime ses enfants, elle les aimera toute sa vie, mais elle fait vraiment le choix de les abandonner. Même si j'aime pas beaucoup ce mot, mais elle dit « j'ai abandonné mes enfants et j'ai jamais guéri de cet abandon en fait ». Même si elle l'a assumé, elle l'a pas toujours non plus digéré en fait. Et cette œuvre est notamment assez touchante, puisque comme beaucoup de ces nanas, il n'y a jamais aucun visage sur les personnages, et c'est sûrement aussi un autoportrait avec un de ses enfants. Et c'est vrai que c'était un choix de femme qui n'était pas facile, puisqu'elle voulait défendre la cause des femmes, mais elle ne voulait pas que son message soit « abandonnez vos enfants et allez faire de l'art ». Et donc là, c'est entre autres tout ce qu'elle rejetait, et c'est aussi un peu tous ces dilemmes intérieurs où, on le voit peut-être pas très bien, mais le haut de cette mère est rempli de jouets, ce sont des poupées, ce sont des enfants là, qui l'étouffent jusque-là. Et c'est une représentation entre la mère et la putain. Bon, là, les bras, on lui a carrément coupé les bras, donc comme ça, c'est fait. Mais elles sont quand même fixées au mur comme des crucifix. Et vis-à-vis de la religion, elle avait aussi beaucoup de choses à dire.
Elle a eu juste le soutien de Jean Tinguely et d'un thérapeute qui qui l'ont fortement encouragée à avoir une pratique artistique pour guérir de ses blessures et de ses douleurs, en fait, et de ses démons même. Donc elle s'est jetée dans l'art et on retrouve tout au long de son travail une autre figure qui est la tête de mort. Et cette tête de mort, celle-ci, c'est une sculpture dans un espace public en Allemagne, et c'est un espace de méditation. Il faut vous représenter la tête de mort qui fait 3 mètres de haut. Il y a une ouverture de chaque côté et vous pouvez rentrer à l'intérieur. La seule lumière qui est diffusée, c'est la lumière qui rentre par les dents. Et il y a tout un travail de vitraux et de mosaïques qui fait que vous êtes dans un non-espace qui vous obligerait ou qui vous emmènerait à réfléchir sur l'idée de vie et de mort qui, de toute façon, pour elle, il ne faut pas occulter la mort, mais voilà. Donc les têtes de mort, on les retrouve absolument, absolument partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans cette aventure Niki de Saint-Phalle, j'ai quand même découvert son secret que je ne connaissais pas, je ne sais pas si vous le connaissez. Et c'est un secret qui a été divulgué très tard puisqu'il a été publié. C'est un livre qu'elle a écrit elle aussi. Donc j'ai privilégié les livres qu'elle avait écrits. Et mon secret a été écrit en 92 et c'est un peu comme une lettre ouverte à sa fille, Laura. C'est un livre vraiment comme une lettre, sans aucune illustration, où en fait elle raconte le viol qu'elle a subi par son père quand elle avait 11 ans et le traumatisme que ça a engendré toute sa vie et le drame que ça a été pour le combattre, un combat intérieur en fait. Et on comprend mieux après pourquoi effectivement elle a rejeté déjà la famille, pourquoi elle n'a trouvé aucun soutien auprès de sa mère, pourquoi elle a fui la maison, pourquoi elle s'est encore plus fortement positionnée en tant que femme qui ne voulait être ni mère au foyer, ni putain, et ni l'outil comme ça. En fait, très vite, elle a voulu aussi se positionner vis-à-vis de tous ces viols et ces incestes qui sont perpétués depuis des années. Au dos, la 4e de couve, elle a écrit « J'ai écrit ce livre d'abord pour moi-même, pour tenter de me délivrer enfin de ce drame qui a joué un rôle si indéterminant dans ma vie. Je suis une rescapée de la mort. J'avais besoin de laisser la petite fille en moi parler, enfin. Mon texte est le cri désespéré de cette petite fille. »